Enregistrement en date du 16 novembre de l'année 2022. Ici David au micro qui vous salue. Aujourd'hui, ça va être un enregistrement qui va porter sur une variété de sujets. Tout d'abord, je veux commenter l'inflation et l'augmentation fulgurante des prix combinée avec une situation de denrées à l'égard de certains articles. En fait, il y a quelques jours, j'avais été au restaurant Subway, donc une chaîne de restauration rapide qui sert des sous-marins pour m'acheter un sous-marin, comme je le fais une fois de temps en temps là, depuis plusieurs années. Et j'avais été confronté à une situation où je ne pouvais pas avoir de salade dans mon sous-marin. Et il était question qu'il y avait une pénurie présentement de salade au Québec. J'en ai entendu parler naturellement aussi dans les médias. Il y avait une note d'affiché au présentoir pour expliquer la situation. Donc, c'était quand même assez curieux. Et là, hier, j'ai été faire mon épicerie. Donc, acheter des denrées alimentaires. Dans une succursale de la chaîne d'IGA, ici au Québec. Donc, un supermarché où, quand il est venu le temps d'aller dans la section des fruits et légumes, j'ai vu des changements. Le choc de réalité par rapport à la hausse des prix, là, parce qu'on le connaît depuis un certain nombre de mois. Bon, il y a des hausses. Là, le choc, là, parce que je voyais des choses circuler sur les réseaux sociaux que je trouvais pas tellement belles là, il y a quelques jours. Ben là, je l'ai vécu concrètement, là. Dans le sens que par rapport à la section où il y a habituellement des salades, on peut acheter des têtes de salade de laitue. Donc, il y avait seulement des têtes de laitue romaines dans un sac en plastique de 4, donc une bonne quantité pour 12 $. Donc, j'ai jamais vu un prix aussi cher là, par rapport à de la salade. Et sinon, il n'était pas possible d'acheter des têtes de salade individuelles. Donc, et là, l'augmentation fulgurante, je l'ai vu, le concret. J'avais déjà vu il y a quelques jours circuler quelque chose à cet effet-là. Puis là, je dis, ça doit être des gens qui ont fait un montage avec Photoshop. Là, ça se peut pas. Puis non, là, le choc de réalité, je l'ai connu. J'avais certains doutes parce que je trouvais que c'était très élevé. Et par rapport à certains articles, il y a eu des augmentations quand même importantes. Donc, depuis plusieurs années, je vais acheter un mélange de 6 légumineuses de marque Compliment, balance équilibrée que j'apprécie parce qu'il y a quand même une variété là, de sortes de légumineuses dans la boîte de conserve. Et cette boîte de conserve qui me coûtait 1,29$ est rendue à présent à 2,29$. Donc, le prix a augmenté d'1$. Par la suite, il y a eu d'autres augmentations. De manière ponctuelle, j'avais acheté le gâteau Indécis, qui est produit par IGA, qui est comporté de 4 saveurs différentes. Donc, ça donne de la variété. Il y a la saveur à la mousse de framboise. Ensuite, il y a de la vanille. Ensuite, chocolat. Par rapport à ça, ce gâteau qui s'appelle Indécis, hein, parce que tu n'as pas besoin de choisir, tu as 4 saveurs, puis moi, je suis verso ascendant balance. Donc, dans mon côté balance, il m'arrive parfois de vivre l'indécision. Et je veux comme goûter à tout, et c'est la raison pour laquelle je l'ai acheté une fois de temps en temps. Et là, la hausse, je l'ai vue. Ce gâteau qui était jusqu'à tout récemment à 21,99 est passé à présent à 24,99 $. Et c'est la même chose aussi pour d'autres articles qu'on peut retrouver en supermarché. Là. Des hausses importantes, il y en a qui étaient écrits aussi avec des crayons. Donc, à la main, là, ça donnait l'impression que la hausse venait de survenir quelques heures. Il fallait qu'ils réajustent rapidement les prix. Là. Donc, le choc de réalité lié à l'inflation galopante qu'on vit. Bon, je l'avais déjà vu, remarqué, il y a plusieurs semaines d'augmentation des prix. Mais là, hier, en faisant mon épicerie, je l'ai vécu davantage.
Donc, c'est sûr que ça va amener un appauvrissement des gens, là, cette inflation qu'on connaît. C'est sûr qu'il y a une perte du pouvoir d'achat là, qui est en train de se produire. Là, c'est clair, c'est net pour moi, c'est sans équivoque. Et la particularité de la situation, c'est que simultanément, les chaînes de supermarchés, que ce soit IGA, Super C, également Walmart, où on peut acheter de la nourriture ici au Québec, par rapport à elles, bien, ils intègrent de plus en plus des caisses automatisées. Donc, lorsqu'ils ont mis ça en branle il y a quelques mois, quelques semaines, l'intégration des caisses automatisées, je m'aurais attendu au contraire à une baisse de prix, étant donné qu'ils vont être obligés de moins payer de la main-d'œuvre pour procéder aux achats. Et c'est sûr que le contexte présentement de pénurie de personnel fait en sorte qu'à quelque part, ça devient de plus en plus logique pour quelqu'un qui opère un commerce de mettre des caisses automatisées, parce qu'après tout, la caisse automatisée, elle ne tombe pas malade, elle n'a pas besoin d'être remplacée, et ainsi de suite, de manière ponctuelle, journalière, là, parce que la personne, son auto ne part pas le matin ou elle a des problématiques particulières. Donc, le gain de productivité associé à la mise en place de caisses enregistreuses, c'est sûr que ça n'a pas amené une baisse du coût des denrées alimentaires. Donc, c'est pas ce que je vois du tout présentement. Donc, on se dirige vers une situation où, d'un côté, il y a l'inflation qui augmente. En même temps, simultanément, il y a une hausse du taux d'intérêt. Ce qui fait en sorte que je discutais récemment avec une personne qui visait à s'acheter une auto depuis plusieurs mois. Et à cause de la pénurie, depuis le mois de mars, en fait, le prochain vendeur est censé s'acheter une voiture. Et la voiture qui était supposée lui être livrée a été remise à plus tard, naturellement. Au début du mois de septembre, elle était censée avoir l'auto. L'auto, elle ne l'a pas encore. Là, c'est encore remis à plus tard à cause de la pénurie d'automobiles. Et pendant ce temps-là, la problématique auquel elle est exposée, c'est l'augmentation du taux d'intérêt pour un prêt pour acheter une automobile neuve. Donc, le prêt qu'elle était censée avoir à du 3% au mois de mars 2022. Aujourd'hui, à cause d'augmentation progressive du taux d'intérêt qui sont opérés dans les derniers mois, est rendu à du 6%. Et là, elle trouve ça dur parce que là, si le taux d'intérêt augmente encore, tantôt, ça sera peut-être du 7%, et ainsi de suite. Donc, et elle ne peut rien faire par rapport à ça. Et elle, au début, elle voulait acheter son auto au mois de mars. En passant, c'est pas ma compagne, là, c'est une autre personne, mais je trouve ça intéressant de regarder la réalité que d'un côté, l'alimentation augmente d'une manière fulgurante. Ensuite, la capacité d'avoir accès du prêt. Même chose pour des gens qui veulent acheter des maisons. C'est de plus en plus difficile. Donc, et en même temps, les États sont de plus en plus endettés. Et là, c'est sûr que le spectre de la récession se fait de plus en plus sentir. J'ai écouté des gens dans le domaine de l'économie qui mentionnaient il y a quelques mois que la possibilité d'une récession pour le Québec était de 30%. Là, ça tombe à 50%. Et sans doute, ça risque d'augmenter encore les probabilités là, pour les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, on vit une période de destruction du pouvoir d'achat. Et j'en suis aux premières loges. Je suis affecté, comme les gens qui m'écoutent, là, de ça, dans le sens que je vais encore m'alimenter à l'épicerie. Et par rapport à ce phénomène-là, ben naturellement, ça va être un dossier à suivre. Parce que, à quelque part, d'un côté, les choses sont de plus en plus automatisées. Si on parle de l'introduction là, des caisses qui, dans le fond, que les gens peuvent se servir directement pour scanner leurs produits qui sont introduits dans les épiceries, mais en même temps, ben ça mène pas nécessairement des baisses de prix là, par rapport à ça. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu plate, mais bon, c'est la situation présente. Sinon, je voulais commenter aussi aujourd'hui la situation par rapport à
à Jean Cazot, qui a été mis à la porte là, d'une station radio récemment. Donc, c'est un animateur radio. Ça fait depuis plusieurs années que je l'écoute. C'est un métaphysicien également, un ufologue, depuis l'âge de 16 ans, qui va faire des recherches en matière de paranormal, ufologie, donc un peu plus de 50 ans. Il a été à plusieurs stations de radio au fil du temps. C'est toujours pour moi un plaisir de l'écouter et je viens de perdre récemment ce plaisir car lundi dernier, il a perdu sa chronique qu'il avait d'une manière journalière là, à la station Unique FM. Et pourquoi que je veux commenter par rapport à lui? Parce que je trouve ça déplorable qu'en 2022, il y ait une censure qui est de plus en plus grande en lien, entre autres, avec le politically correct et la montée en puissance de l'idéologie woke, qui veut dire en anglais éveil, mais c'est pas parce que ça dit éveil que c'est réellement propice à l'éveil réel. Et ça, c'est une nuance importante que je veux mentionner. Donc, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il a perdu sa chronique régulière? C'est qu'il a fait une chronique lundi dernier où il a été question du mot en haine et son utilisation en contexte académique. Donc, il a fait une capsule audio où il commentait ce qui s'est passé par rapport à l'Université d'Ottawa, ici au Canada, où la professeure Verhuka lieutenant Duval, qui, dans le fond, elle avait utilisé le mot qui commence par « haine » dans le cadre d'un cours. Et par la suite, ce qui est arrivé, c'est qu'elle s'est fait blâmer là, par rapport à ça et ça a fait une polémique dans les médias. Lui, à travers la capsule, abordait le fait que le fameux mot qui commence en « haine », que dans les médias officiels de masse qu'on n'utilise pas pour décrire des gens qui ont notamment là, subi l'esclavage au sud des États-Unis. Donc, je vous donne un indice pour que vous sachiez c'est quel mot que je fais référence. Il y a même un auteur québécois qui avait écrit un livre sur le N blanc d'Amérique. Donc, c'est un mot que là, il y a vraiment une situation présentement où, même dans un contexte pour décrire une réalité historique du passé, on peut plus utiliser ce mot-là. Donc, on est dans une situation d'une impasse culturelle en relation avec une société de plus en plus soumise à l'idéologie woke. C'est une idéologie où tout ce qui n'est pas politiquement correct doit être censuré, où on vise à éliminer certains éléments de l'histoire. Donc, on vit à une impasse. Donc, quelqu'un qui fait un cours d'histoire, puis c'est sûr que si dans le cours d'histoire, il est question que dans le passé, le mot « nègre », je vais le prononcer ici, qui sert dans un contexte historique qui a été utilisé pour décrire certaines personnes qui faisaient la traite des nègres, qu'ils appelaient. Dans un contexte historique, moi, je vois pas le problème d'utiliser ça. Et Jean Cazot, dans sa capsule, si vous l'écoutez, je vais mettre le lien web en bas de l'enregistrement. Moi, je voyais rien d'offensant. C'est-à-dire que si dans un contexte, si on n'est plus capable, à quelque part, d'utiliser un vocabulaire qui était en relation avec des réalités historiques, des mots qui ont été utilisés dans le passé pour des raisons historiques et non pas pour la promotion du racisme, là, il y a une nuance importante. Donc, utiliser un terme à des fins descriptives d'une réalité. Donc, on disait que dans le passé, il y avait des négriers qui faisaient la traite des nègres et c'était une réalité historique. Que ce vocabulaire a été utilisé, c'est pas pour donner une caution morale à l'esclavagisme, naturellement, ou au racisme, mais tout simplement pour décrire. À ce moment-là, on a un problème. On a vraiment un problème de civilisation parce que à ce moment-là, on n'est plus capable de parler de l'histoire ou quelqu'un qui veut aller à la bibliothèque, qui voudrait lire, par exemple, le livre qui s'intitule
le N blanc d'Amérique, donc le nègre blanc d'Amérique qui a été écrit, juste nommer le livre. Il peut pas. Bon, il peut pas lire le livre. Donc, vous voyez, ça devient un petit peu absurde. Et j'avais entendu dire il y a plusieurs semaines qu'un blâme avait été fait à Radio-Canada, tout simplement pour avoir mentionné en ondes ce titre de livre. Donc, on est rendu à ce point-là dans la société québécoise, du politically correct, donc du prêt à penser qu'on nous fournit en lien avec l'idéologie woke. Donc, c'est sûr que je trouve ça préoccupant comme situation. Donc, c'est sûr que la nuance, puis il l'a très bien fait dans son enregistrement, puis il est revenu plusieurs fois là-dessus. Donc, c'est sûr que l'idée de son propos, c'est qu'à quelque part, si on utilise un terme pour décrire une réalité historique, à quelque part, si on n'est plus capable de l'utiliser, on n'a plus accès à cette réalité-là. On perd la précision du vocabulaire. Donc, utiliser un terme non pas pour faire la promotion du racisme, mais pour décrire une réalité historique, à mon avis, c'est quelque chose d'approprié. Et si on ne le réalise pas, par la suite, pour des raisons d'escalade, parce que les tenants du mouvement woke avec la culture de la cancellation, à mon avis, ne s'arrêteront pas là pour des raisons idéologiques. Donc, il va y avoir d'autres incidents aussi qui vont se produire. Puis progressivement, ça représente quoi? Ça représente une perte de contact avec l'histoire, entre autres, avec le passé. Et c'est sûr que c'est une situation qui, dans le fond, vont un peu comme dans le roman de George Orwell, 1984, avec la novlangue, où tout va être réécrit pour répondre à certains standards et on va nier certaines réalités du passé. Mais si on n'intègre pas les réalités du passé, ça se peut que dans le futur, on reproduise les mêmes erreurs. Et c'est sûr que d'un côté, il y a des gens qui peuvent voir à travers le mouvement woke et de la culture de la consolation une façon de faire éclater des formes anciennes, de se départir du mémorial puis de tout liquider. Mais en faisant ça, en fait, à mon avis, il ne faut pas nier les réalités passées sans pour autant les entretenir. Et c'est sûr qu'à quelque part, on peut réaliser que dans un contexte passé historique, certains mots ont été utilisés pour décrire certaines personnes, mais l'idée, c'est de prendre connaissance du contexte et non pas de nourrir le racisme naturellement. Donc la nuance étant ici. Donc je trouve déplorable qu'il ait perdu son émission parce que je l'écoutais régulièrement. Mais c'est la vie. Et ça me confirme aussi dans le fait que présentement, je suis heureux de ne pas être sur une station de radio conventionnelle parce que je n'aurais pas autant de réalité que je peux de liberté, en fait, que je pourrais en avoir présentement. Dans le sens que il y a un prix à payer. J'ai connu quelqu'un qui travaillait là, pour Radio-Canada et il y avait beaucoup de censure lorsqu'il parlait. Et ce qu'il m'avait dit, c'est que en réalité, ça revenait à être payé pour rien dire qui va amener des changements ou des prises de conscience. Il y avait un discours très standardisé. Et c'est sûr que je trouve ça déplorable comme situation. Il y a plusieurs années, j'avais songé à faire une carrière dans le domaine du journalisme. Par rapport aux médias de masse et j'ai vite déchanté en voyant toutes les mesures de contrôle, la censure. Sur le web, présentement, j'ai de la liberté, notamment sur la plateforme Odyssey, qui me permet de parler librement de certains sujets, comme je l'ai fait récemment là, avec Mona. Donc, j'ai produit avec elle une capsule pour le mois de novembre de l'année 2022 qui dure à peu près 2h45. On avait beaucoup de choses à dire ensemble que vous pouvez retrouver donc en exclusivité sur Odyssey, d'autres capsules aussi que j'ai déjà faites avec Berthold dans le passé, Mona et d'autres en solo. Donc, c'est sûr que la liberté d'expression m'est chère, mais il y a toujours un prix à payer, dans le sens quelqu'un qui est dans les médias de masse, la personne elle a accès, c'est sûr, à une capacité de diffusion qui est plus grande. Elle peut avoir des recherchistes, elle peut avoir des journalistes qui vont l'aider à préparer, par exemple, une capsule, sauf qu'en contrepartie, elle est confrontée à respecter
des normes très strictes. Il y a tout ce qu'elle va dire va être passé au peigne fin. Et c'est sûr que c'est un environnement qui devient castrant, puis le plaisir de parler, ben, il diminue, c'est sûr. Et tandis que moi, j'ai accès à un peu plus de liberté d'expression, mais en contrepartie, j'ai pas les moyens techniques pour avoir un vaste auditoire. Donc, c'est le prix à payer pour avoir un peu plus de liberté de parole. Mais même encore là, il y a une censure présentement que, comme vous le savez, qui s'exerce là, sur certaines plateformes de diffusion web, certains réseaux sociaux aussi. Fait que même là, je marche encore là, sur des œufs, dans le sens qu'il faut que je fasse attention à un certain niveau. Mais on est dans une entrée idéologique, c'est-à-dire que si la société est gérée de plus en plus en fonction d'idéologie, au lieu d'une mentalité pragmatique, pratique, ce qui va arriver, c'est une déconnexion de la réalité. Et moi, ce que j'ai l'impression, c'est que les jeunes qui adhèrent à l'idéologie woke, qui sont fascinés par elle, sont un peu comme les jeunes qui, dans le passé, ont adhéré à certains discours, que ce soit le discours du mouvement nazi dans les années 30 en Allemagne, le discours du mouvement hippie lors de la Révolution tranquille qu'on appelle au Québec dans les années 60. Donc, dans le passé aussi, les gens avaient adhéré à la religion ici catholique, chrétienne, en masse. Et la religion des temps nouveaux, à mon avis, c'est l'idéologie woke. Et sa particularité, c'est qu'on déconnecte progressivement les gens de certaines réalités pour réécrire, en fait, faire disparaître certains pans de l'histoire, les nier ou qu'on ne puisse plus en parler et mettre de l'avant, qu'on va dire, certaines valeurs. Mais ce qui arrive, c'est que plus les gens vont dans l'idéologie puis déconnecter de la réalité, puis plus que tôt ou tard, ils vont être confrontés à des chocs de réalité, dans le sens que si la personne, elle se dit non-binaire, puis c'est une jeune fille, puis elle croit à ça, et non-binaire, non-binaire, bon, mais c'est sûr que si du jour au lendemain, à un moment donné, une relation sexuelle non protégée, alors qu'elle veut pas nécessairement avoir des enfants, mais se croyant non-binaire, c'est-à-dire n'étant pas homme ou femme, elle tombe enceinte, ben, elle va le vivre, son choc de réalité. Parce qu'il y a des réalités biologiques fondamentales à un certain niveau qu'on ne peut pas nier. Et tôt ou tard, les gens sont confrontés à ça. C'est sûr que la perspective de la constitution de la réalité en utilisant l'intelligence, la volonté et la capacité de la conscience en se donnant le monde à avoir comme perception peut avoir une incidence. Donc, la personne qui se représente comme étant non-binaire, ça a une incidence sur son comportement, sa façon d'aborder son corps. Et l'effet placebo existe aussi au niveau de la psychologie qui est en interrelation avec le corps. Et c'est sûr que ça a une incidence, mais en même temps, c'est pas nécessairement absolu. D'où les limites de ça. Sinon, aujourd'hui, je voulais aborder aussi, pour les gens qui s'intéressent au cinéma, donc s'il y en a parmi vous, j'ai écouté là, récemment et j'ai trouvé ça intéressant. C'est sur Netflix. C'est un film en relation avec la Première Guerre mondiale qui s'intitule À l'Ouest, rien de nouveau. Et on voit le parcours d'un jeune qui s'enrôle dans les forces allemandes. Au début, il est très enthousiaste et par la suite, progressivement, quand il est confronté aux réalités de la guerre de tranchées, qui a eu cours lors de la Première Guerre mondiale, là, progressivement, il déchante. Puis, donc, je vous donnerai pas tout le détail, là, mais c'est un film très intéressant par rapport à la qualité des effets spéciaux, la qualité des plans et sa façon de décrire la Première Guerre mondiale, qui ne donne pas du tout envie à ce qu'il y ait de nouveau une guerre, parce qu'on voit toutes les horreurs, les atrocités qui se déroulent, là, les gens qui sont brûlés vivants, l'utilisation des chars d'assaut, les gens qui sont envoyés aller attaquer, et l'absurdité aussi de la guerre. Quelques minutes avant que... je peux vous donner certains éléments, là, si vous ne voulez pas les entendre, écoutez, mettez l'enregistrement sur pause, et allez voir ça sur Netflix. Mais la plus grande absurdité que j'ai vue là-dedans, c'est à quelques heures, à quelques minutes en fait, avant que finisse la guerre,
il y a un dirigeant allemand qui décide d'envoyer les troupes au front pour aller chercher quelques mètres de territoire. Et là, c'est sûr que ça amène une véritable boucherie. Les troupes allemandes, 15 minutes en fait avant que la guerre, le moment de l'armistice entre en vigueur, c'était le 11 novembre, la date, à 11 heures, le 11 du 11 du 11. Les troupes françaises, on les voyait dans une tranchée en train de festoyer, hein, parce qu'il restait 15 minutes à la fin de la guerre, les gens mangeaient, buvaient du vin. Et là, l'armée allemande décide de les attaquer pour essayer de prendre une colline, aller chercher quelques mètres de territoire supplémentaire. Et là, les troupes françaises sont prises au dépourvu par rapport à cette attaque-là, surprise. Et c'était absurde dans le sens que c'était quelques minutes avant que finisse la guerre et les Allemands qui ne voulaient pas participer à l'attaque, étaient fusillés. Donc, ça, c'était la réalité la plus horrible, à mon avis. C'est-à-dire que les gens qui voulaient pas aller, quand ils se faisaient dire d'aller au front puis de sortir de la tranchée pour envahir du territoire en zone qui les rapproche de l'ennemi, bien là, s'ils n'allaient pas de l'avant, ben ils pouvaient se faire tirer. Donc, c'est une réalité extrêmement sombre, la Première Guerre mondiale. La deuxième aussi a remarqué. Il y en a qui comprennent pas vite ou qui intègrent pas trop rapidement parce qu'au moment où est faite cette capsule audio, ben c'est sûr que le spectre d'une troisième guerre mondiale qui serait déclenchée en relation avec le conflit qui se déroule entre l'Ukraine et également la Russie est là. Et l'implication de différents pays, comme on l'a vu dans les derniers jours avec les Iraniens qui ont fourni des drones à la Russie pour attaquer l'Ukraine, se profile de plus en plus. Donc, ça va être un dossier à suivre. Sinon, dans un autre ordre d'idée, encore une suggestion Netflix, mais cette fois-ci, non pas par rapport à un film, mais par rapport à une série de vidéos. En fait, il y a la série en 8 épisodes que j'ai dévoré dans les derniers jours parce que je trouvais ça extrêmement intéressant, qui s'intitule « À l'aube de notre histoire » en français. En anglais, c'est « Ancient Apocalypse ». L'Apocalypse ancienne. Donc, des fois, d'une langue à l'autre, le titre va varier. En fait, le scénario, c'est que le journaliste Graham Hancock examine la possibilité qu'une ancienne civilisation avancée ait existé. Donc, par rapport à cette série d'épisodes, il visite différents endroits. C'est très captivant. Là, c'est des montages qui sont faits avec des images d'une manière assez rapide, des plans aériens. Donc, la facture visuelle des différents épisodes est très belle. Au niveau esthétique aussi, à un moment donné, on voit une pyramide au Mexique, on voit des installations souterraines en Turquie. Donc, différents vestiges qui sont explorés au fil des épisodes en relation avec l'hypothèse qui émet. C'est-à-dire que l'origine des civilisations serait en relation avec la possibilité d'une culture mère qui aurait existé, donc une civilisation primordiale et qui remonterait à environ 12 800 ans par rapport à la possibilité d'un déluge qui s'est déroulé. Donc ça, c'est la thèse qu'il a développée au fil des livres. Là. C'est un écrivain très prolifique. Là. Si vous allez sur Wikipédia, comme je l'ai fait, vous avez la liste de livres qu'il a écrit au fil du temps. Là. Il a commencé en 91 à écrire, en 2019 aussi. Jusqu'à 2019, il y a des livres qui ont sorti. Par rapport à ça, derrière ces vidéos, c'est lui, il a retrouvé des évidences à l'effet qu'il y aurait eu un déluge. Donc, dans la Bible, il est question du déluge par rapport à Noé, mais dans d'autres également mythologies ou traditions de différents peuples un peu partout. Il est question notamment dans les vidéos de l'archéostronomie. Je ne prononce pas comme il faut, mais c'est la jonction du mot archéologie et astronomie. Donc, comme discipline qui est abordée, c'est-à-dire que
la combinaison d'études astronomiques et archéologiques qui sont faites en relation avec certains bâtiments à caractère historique qui datent d'un passé lointain, qui étaient orientés en fonction de certains astres dans le ciel. Donc, de certaines observations astronomiques. Donc, c'est sûr que, bon, la discipline, c'est intéressant parce que ça donne des explications par rapport à certains vestiges à caractère archéologique, par rapport notamment la façon, l'endroit qui ont été construites pour que ça soit aligné en relation avec certains astres. Et ça donne du matériel en relation avec la théorie du déluge dans le passé. Et là, c'est sûr que ça ne fait pas consensus naturellement là, dans le domaine de l'archéologie, mais je trouvais ça intéressant de vous en parler. Moi, c'est sûr, j'ai toujours eu l'impression qu'il y a eu une civilisation disparue qui a procédé le déluge. Bon, certains vont parler naturellement de l'Atlantide. Donc, une civilisation avec certaines techniques qui a laissé des vestiges dans le sens qu'un peu partout, que ce soit en Amérique, que ce soit naturellement en Égypte, on peut retrouver des pyramides. Et donc, il y en a dans différents pays, dans différentes zones, où il pourrait être possible que des rescapés de cette civilisation ancienne se soient réfugiés et qui aient mis en place là, ces constructions en relation aussi avec des notions d'astronomie. Donc, ça, je voulais vous le mentionner. J'ai eu beaucoup de plaisir à écouter ça. Sinon, dans un autre ordre d'idée, et je vais vous partager le lien web en bas de l'enregistrement, c'est suite à un partage que j'ai eu récemment là, sur Facebook de deux personnes par rapport à... C'est une mamie, donc une grand-mère, j'ai trouvé ça sympathique, qui est âgée de 99 ans, qui va avoir bientôt 100 ans. Elle s'appelle Charlotte Chopin, qui donne des cours de yoga. Donc, c'est une dame avec une grande souplesse. C'est une petite vidéo qui dure à peu près 4 minutes et on la voit en action. C'est vraiment impressionnant là, de voir qu'elle est, une fois rendue à cet âge vénérable, 99 ans, elle est toujours en mesure de faire preuve d'une très grande flexibilité de son corps biologique. Donc, c'est vraiment impressionnant. Et la vibration qu'elle dégage dans la vidéo est belle. C'est une dame qui est souriante. Donc, puis ça me met un peu de bonheur de regarder cette vidéo-là. Je me suis conservé le lien web parce que des fois, quand que je regarde des trucs déprimants dans les nouvelles ou quand je reviens de l'épicerie en regardant la facture par rapport à l'augmentation de l'alimentation, ben, en regardant ça, c'est un petit peu une forme de ressourcement de l'avoir dans la vidéo, voir sa joie de vivre, sa souplesse. Des fois, je regarde des enregistrements du philosophe jovialiste André Moreau avec son humour, sa joie de vivre, puis je regarde ça, ça me détend un petit peu comme quand on peut regarder une peinture qui présente un environnement qui est beau, qui va nous apporter un petit peu de bonheur. Donc, c'est ce que je voulais mentionner, c'est sûr, en terminant, en parlant d'André Moreau. Tiens, je pourrais faire une session de bénédiction. Donc, c'est lui qui me fait découvrir le concept de bénédiction parce qu'il en fait une fois de temps en temps dans le cadre de ses enregistrements et qui m'a donné le goût d'aller naturellement dans la même direction. Et c'est sûr que le principe de la bénédiction, où est-ce qu'on peut utiliser sa volonté pour s'avantager et faire appel à notre être qui est multidimensionnel, je le trouve extrêmement intéressant et ça correspond aussi aux réalités que j'ai perçues au fil de différentes expériences à caractère paranormal que j'ai vécues. D'ailleurs, j'en ai abordé récemment là, dans le cadre d'une entrevue que j'avais fait avec Berthold. Donc, notamment, il y a question d'une expérience que j'ai vécue avec la télépathie, en lien avec... il y a différentes choses. Là, ma compagne qui m'avait été annoncée, donc une prédiction. Ensuite, une expérience en lien avec un problème de santé qui a été détecté à distance. Il y a différentes choses. Si vous ne l'avez pas écouté encore, vous pouvez aller la voir. Mais toutes ces expériences-là à caractère paranormal m'amènent à la compréhension que tous les êtres humains, on baigne tous dans la même énergie et que nous sommes tous interreliés. Donc, dans cet esprit, je vais procéder à une petite session de bénédiction. Donc, s'il y en a parmi vous qui s'intéressent de se joindre à moi pour également bénir, eh bien, vous êtes les bienvenus pour le faire. Donc, vous pouvez vous détendre,
fermez à présent les yeux en vous trouvant dans un endroit qui est calme et confortable. Je vous propose maintenant de prendre des respirations qui sont profondes et amples. Prendre quelques respirations pour vous déposer, advenant que vous étiez plus dynamique dans les dernières minutes, et prendre des respirations dans l'optique de créer un état d'être propice à l'intériorisation. Tout d'abord, je vais bénir ma santé. Je vais bénir plus particulièrement la puissance de mon système immunitaire. Nous sommes présentement dans un contexte où la température se refroidit, qui est plus propice aux grippes, alors pourquoi pas bénir son système immunitaire. Je vais bénir ma capacité par la suite au niveau de l'intelligence de saisir rapidement les opportunités d'affaires en cette période d'inflation galopante. Je vais bénir mon intelligence pour voir clair par rapport au scénario mondial qui s'opère présentement. Je vais bénir aussi ma capacité à faire preuve d'amour, à amplifier l'état d'être de joie que je peux me donner à vivre, ici et maintenant, en dépit des événements à caractère locaux et mondiaux qui peuvent se dérouler. Je bénis ma capacité à générer ici et maintenant un bonheur gratuit, un bonheur qui émerge en moi parce que je le veux, parce que je le décide. Je bénis ma capacité en tant qu'individu à m'approprier mon activité psychique, mon espace intérieur, ma capacité à me donner à vivre un état de plénitude, un état où je suis rempli d'énergie éthérique, un état qui me donne accès à un centre de gravité permanent, un état qui me permet de savourer un vide mental de préoccupation et de réflexion qui s'opère maintenant. Un état qui me permet d'avoir une parole qui vibre de plus en plus à une puissance de déploiement énergétique qui a une incidence sur les éléments qui composent mon environnement. Je bénis ma capacité à manifester une parole affirmative et chargée d'une puissance énergétique qui a une incidence sur les éléments qui m'entourent, qui sont composés également d'énergie. Je bénis ma capacité à m'installer, à m'ancrer présentement dans une puissance créative renouvelée. Je bénis mon intelligence et mon imagination créative. Je bénis par la suite ma capacité à vivre dans un lieu qui est harmonisé à mon être. J'utilise ma conscience pour bénir le logement où je me trouve pour qu'il soit un lieu chargé d'énergie vitalisante et que pour qu'à chaque fois que je franchis la porte de l'endroit que je vis, je sois immédiatement exposé à une vibration vitalisante qui est propice à la santé de mon corps sur le plan physique et également à ma santé mentale. Ensuite, je bénis
ma capacité de bénir pour qu'avec le temps, elle soit grandissante, qu'elle augmente et qu'elle gagne en force et en puissance. De plus, je bénis ma capacité de bénéficier la nuit, alors que je dors, d'un sommeil régénérateur, un sommeil qui est propice à ma santé, ma vitalité. Je bénis par la suite la forme de mon corps physique, donc sa force musculaire, sa souplesse également. Je bénis ensuite la stabilité de mon corps émotionnel. Je bénis par la suite ma capacité sur le plan intellectuel à apprendre et également à intégrer de nouvelles informations. Par la suite, sur le plan psychique, je bénis ma capacité d'agir sur le réel, ma capacité de puissance d'action au niveau psychique pour que l'énergie de mon être, je sois capable de la mobiliser de manière à répondre à tous mes besoins dans le quotidien. C'est ce qui va compléter maintenant cette petite séance de bénédiction. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.